Est-ce que vous savez que Donald est né un 5 juin? Je dis que ça pouvait être intéressant de raconter une histoire centrée sur ce fait. En plus de cela, c'est la première fois que l'on va traiter une histoire de Don Rosa, et j'ai un petit peu de pression car c'est un auteur important pour moi, et en plus de cela, il est très connu du grand public, donc vous avez certaines attentes. On va essayer de faire une bonne vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va aussi lier le cinéma avec ce récit, car il est fortement inspiré d'un long métrage daté du milieu des années 40. Et si Donald n'existait pas, c'est le titre de cette histoire, et je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Tout commence au domicile de Donald, et ce dernier va commencer sa première journée dans un nouveau travail. Bon, il est un petit peu pessimiste car il est habitué à être viré très rapidement, et du coup il signale déjà à ses neveux qu'il va être de retour assez tôt, car il anticipe ce qu'il va arriver. Cependant, ce jour n'est pas banal car c'est l'anniversaire de Donald, et du coup il demande à ses neveux, le 5 juin, est-ce que cela fait sonner une petite clochette à travers vos esprits ou pas? Alors déjà, là, ces derniers, ils sont plutôt assez drôles parce qu'ils disent le 5 juin, est-ce que c'est la veille du 6 juin? Est-ce que c'est 199 jours avant Noël? Ouais, ils font des petites blagues comme ça. Du coup, Donald, il est encore plus désespéré et c'est vraiment complètement déprimé qu'il arrive à sa voiture et qu'il se met en route pour le musée de Donaldville. En trajet, il se dit, et c'est parfois le cas lorsque nous sommes sujets à la dépression, que son existence n'est peut-être pas utile et que ses proches seraient les mêmes, voire peut-être les meilleures versions d'eux-mêmes sans son existence sur Terre. Arrivé au musée de Donaldville, il rencontre le conservateur et du coup il remplit un formulaire pour commencer officiellement son travail. Lorsqu'il inscrit sa date de naissance, ce dernier se rend compte que Donald a 60 ans. On en parlera dans l'analyse, mais à 60 ans, il y a une chose qui arrive qui s'appelle la retraite. Du coup, il n'est pas vraiment viré, mais on lui donne une petite montre en cadeau et on lui montre gentiment la porte en disant que désolé, vous ne pouvez plus travailler ici. Donald y touche le fond parce que c'est même pas son incompétence qui le rend inapte à ce travail, mais c'est son âge. Ce qui est peut-être encore pire, ça dépend de comment on voit les choses. Le comble, c'est lorsqu'il actionne le mécanisme de la montre, cette dernière est défectueuse, il se le prend dans l'œil, ce qui le fait tomber en arrière et chuter contre un vase qui l'assomme. Pas de chance. Pourtant, c'est son anniversaire et il y a un génie dans ce vase qui lui propose d'exaucer un de ses souhaits pour cette occasion. Donald, il est dans une phase tellement compliquée qu'il n'y croit absolument pas et que du coup, par un abus de langage, il va simplement souhaiter de ne jamais être né. Sauf que le génie, il le prend au mot et il exauce ce souhait. L'effet est immédiat et se ressent par exemple sur la situation du musée, parce qu'on passe d'un lieu très soigné à un endroit plutôt sinistre, on va dire, qui ressemble fortement à ce que Detroit est aux États-Unis, c'est-à-dire une ville qui a fait défaut, endettée, où règne la misère, les gangs et la saleté. Bon, Donald, lui, il dit, d'ailleurs, il fait une petite blague, il dit que le musée devrait être un petit peu mieux entretenu, et qu'il faudrait des employés, comme lui-même d'ailleurs, pour le faire. Par la suite, donc l'histoire va nous faire rencontrer plusieurs personnages hauts en couleur de Donaldville, et on commence avec Géo Trouve-Tout, qui, d'ailleurs, est à l'intérieur de la voiture qui appartient normalement à Grand-Mère Donald. Alors ce dernier, il est surpris, et il demande à Géo ce qu'il est en train de faire, et Géo explique qu'il est devenu fermier, qu'il a récupéré l'exploitation agricole de Grand-Mère Donald suite à une mésaventure où il avait donc inventé des boîtes qui permettaient de donner une intelligence aux animaux, mais s'étant rendu compte que son invention pouvait être dangereuse, il avait inversé le processus, et poursuivi par un loup, malheureusement il est lui-même victime de ce rayon, et du coup il perd toute son intelligence. Donald se met ensuite en direction du coffre de Picsou pour passer un appel. Il ne s'en rend pas forcément compte, mais en arrivant à l'intérieur, il n'est pas accueilli par Miss Frapp, mais justement par Grand-Mère Donald. Et il est très surpris, et il l'est d'autant plus lorsqu'il se rend compte que la propriétaire des lieux, et je dis bien là, c'est Daisy, qui est devenue une romancière à succès, spécialisée dans les romans d'amour pour combler justement un vide intérieur. Grand-Mère Donald le précise, elle a beau être riche, elle est très loin d'être heureuse, et c'est d'ailleurs représenté par son allure physique, car elle est très maquillée, elle porte un manteau en fourrure, elle a l'air plutôt vulgaire et assez acariâtre, ce qui s'oppose à la version traditionnelle de Daisy qui est plutôt humble. Complètement choqué, Donald se met ensuite à la recherche de Picsou, et il va d'abord tomber sur Gus, qui a d'ailleurs énormément maigri, qui est du coup pas enrobé comme on le connaît, et surtout qui est le plus proche parent de Balthazar, et qui donc est le seul qui pouvait être théoriquement employé par ce dernier. Du coup ça explique aussi pourquoi Picsou a perdu sa fortune, car Gus, il a été manipulé par Mystique assez facilement, il lui a donné le sous-fétiche en échange d'un gâteau, on ne change pas les mauvaises habitudes entre guillemets. Par la suite, Picsou a carrément perdu l'intégralité de sa fortune au profit de Gripsou. Il habite maintenant dans un tonneau, et d'ailleurs donc Gus soulève le couvercle, il ne se prive pas pour injurier Donald car il pense que ce dernier est venu lui réclamer de l'argent. Là aussi quand même il y a certains caractères qui ne changent pas. Fait à noter, et on en reparlera dans l'analyse,
La mésaventure de Picsou entraîne une décrépitude pour la ville à l'échelle globale, car sa richesse permet de faire fructifier l'ensemble des commerces et de faire vivre la ville, ce qui n'est plus du tout le cas. Et on se retrouve avec une métropole qui ressemble à une ville sinistrée plutôt qu'au Donaldville que l'on connaît. Donald y voit du coup que la plupart de ses proches sont malheureux sans lui, et il se dit que si c'est aussi le cas pour Gontran, peut-être que ça a valu le coup de ne pas naître, parce que ça reste l'ennemi préféré de notre cher Donald. Il se rend à son domicile, et lorsqu'il rentre à l'intérieur, c'est un coup de grâce, car bien sûr, qui il voit? Les 3 neveux, qui ont donc été recueillis par leur oncle le plus proche, qui reste du coup Gontran. Sauf que ce n'est pas la version à laquelle il est habitué, ces derniers ont vraiment pris beaucoup de poids. Ils restent toute la journée devant la télé, ils ne sont pas du tout des castors juniors, ils ne lisent absolument pas, ils ne sont pas intéressés par la science, mais plus par la violence. Du coup, ils sont un petit peu des archétypes de cette société de consommation. Et quand Gontran rentre à son domicile, donc Donald lui pose la fameuse question « Est-ce que tu es satisfait par ta vie ?» Et c'est une version peut-être encore plus heureuse de Gontran qui lui répond, car n'ayant pas Donald dans cet univers, il n'y a personne pour le faire revenir un petit peu sur Terre. Donc là, c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase pour Donald. Il se dit que son existence n'était peut-être pas inutile et qu'il faut trouver un moyen pour renverser la situation. Au passage, il rencontre les policiers de Donaldville et là aussi c'est plutôt marrant car c'est au Rapetou qu'incombe cette charge. Bien sûr, ils en profitent pour gratter des petits pourboires ou des pots de vin devrais-je dire. Lorsque cela est possible, on ne change pas la nature des gens non plus. À bord de la 313, qui appartient d'ailleurs à Gontran, gagné bien sûr à un concours, il roule à toute berzingue vers le musée, il enfonce d'ailleurs carrément la porte et il détruit presque la totalité d'une pièce. Il parvient à revenir au vase, sauf que Donald il se dit que c'est trop tard, il a utilisé son vœu et qu'il n'a plus aucun moyen de revenir en arrière. Mais deux ex machina, on a le droit à autant de vœux que possible le jour de son anniversaire. Comme au départ, Donald n'y croit pas vraiment et il faut donc que le génie l'assomme lui-même avec le vase, parce qu'il faut le toucher le vase pour rendre le vœu effectif, pour le ramener ensuite dans la réalité qu'il a quittée, c'est-à-dire celle où Donald existe. Notre canard a bien retenu la leçon, il veut simplement passer du temps avec ses proches et leur dire à quel point il les aime, et donc en se rendant à son domicile, fort heureusement il a ensuite une surprise très agréable, ses neveux ont bien sûr faim l'indifférence, et ils ont préparé une fête d'anniversaire pour Donald. En plus de ça, plusieurs personnes montrent leur affection envers notre cher canard, notamment Gontran, qui lâche d'ailleurs une petite punchline assez drôle, on en reparlera dans l'analyse, mais aussi les neveux, Daisy, et même le conservateur du musée qui se rend compte qu'il a fait une erreur. La retraite n'est plus à 60, mais à 65 ans. Du coup, non seulement il le rembauche, mais avec une augmentation. Donc, quand Daisy apprend l'âge de Donald, elle s'évanouit presque, parce que mine de rien, ce n'est plus un jeune homme. Fort heureusement, il ne fait pas son âge, pourrait-on dire. Il est comme le vin, il s'améliore avec le temps. Et du coup, tout le monde souhaite un bon anniversaire, Donald. Et c'est la fin de cette histoire. Mais passons à l'analyse, car il y a des choses à dire. Déjà, il faut le noter, c'est un travail de commande. On se dit souvent que les auteurs vont parler d'une thématique qui les tient à cœur, par exemple un trésor enfui, une quête, un récit d'aventure. Mais là, pour le coup, c'est tout simplement l'éditeur nordique de Don Rosa qui lui a demandé, pour l'anniversaire de Donald, il faudrait faire quelque chose. Bon, ça n'a pas forcément gêné Don Rosa, qui a puisé donc dans la culture cinématographique pour développer cette histoire, on y reviendra, mais ce n'est pas une initiative de sa part. Ensuite, c'est une référence directe à la première apparition de Donald dans un dessin animé, et pas dans une bande dessinée, ça aussi il faut le noter. À l'époque, il était donc propriétaire d'un bateau, c'est pourquoi on a représenté Donald avec cette tenue de matelot, cette vareuse qui était d'ailleurs portée plutôt par les jeunes enfants à l'époque. C'est un point dont Don Rosa se plaint presque, parce qu'à cause de cela, on représente Donald toujours de la même façon, alors que lui, il aurait aimé qu'il ait une tenue un petit peu différente, un peu plus sérieuse, qui n'était pas destinée aux enfants. Il y a énormément de choses à dire avec Don Rosa, car c'est un auteur qui travaille avec le médium de la bande dessinée de manière très ludique, et qui joue en plus beaucoup avec ses codes, c'est-à-dire avec la manière dont on lit les cases, avec la verticalité, avec le sens. Ça n'est pas fortement explicité avec cette histoire, même si on retrouve des cases assez caractéristiques de son style, surtout donc celles qui vont représenter des actions de grande envergure où il se passe beaucoup de choses avec beaucoup de détails, mais ce n'est peut-être pas le meilleur exemple de ce que j'appelle le style Don Rosa. Par contre, son humour transparaît toujours autant, et ce, quelles que soient les histoires. Ce qui est génial avec Don Rosa, c'est qu'il est non seulement très doué pour faire rire avec les dialogues, mais aussi avec l'action. Il est un maître du slapstick, et souvent, lorsque les personnages souffrent, souvent Donald d'ailleurs, on rigole la plupart du temps. C'est le cas lorsqu'il se prend la montre dans l'œil, lorsqu'il fait tomber le musée sur lui, lorsqu'il a des accidents.
Il est aussi très fort avec les expressions du visage. Il suffit de voir la réaction de Donald lorsqu'il découvre le devenir de Picsou et de Daisy. On dirait que c'est presque un visage tiré de Fluide Glacial, une autre revue donc de bande dessinée. Là où il est fort, c'est qu'il réussit à faire transparaître l'émotion interne des personnages avec leur action externe. Par exemple, au début, donc Donald est quand même plutôt déprimé, et il le montre avec sa manière de marcher. On a vraiment l'impression que tel un Sisyphe, il porte l'ensemble des problèmes du monde sur ses épaules, il se traîne vraiment comme une loque. Il ne pourrait ne pas y avoir de dialogue qu'on comprendrait exactement ce que ressent Donald. Et avec les dialogues, il est plus que bon. C'est notamment le cas lorsqu'ils font par exemple référence à l'arbre généalogique de la famille McDuck, et vu que Gus est quand même très éloigné de Picsou, ils disent que c'est le fils de la nièce de la grand-mère du grand-oncle de Picsou. Donald y fait une petite variation pour dire exactement la même chose, mais on va pas se mentir, on est complètement perdu. Les premières répliques des neveux lorsque Donald demande ce qui se passe le 5 juin, cela me fait presque penser au style des frères Coen, avec cette espèce de flux au niveau des dialogues qui est très naturel et surtout qui va toujours en expansion. Depress the stock to the point where we can buy 50%. 51, not counting the mezzanine. It could work. It should work. It would work. It's working already. Et que je trouve bien évidemment assez drôle. Autre petit exemple avec les dialogues, c'est lorsque les neveux donc, sont installés dans leur fauteuil en version obèse, ils sont à un tel extrême qu'ils ne peuvent même plus tourner la tête et qu'ils demandent par exemple à Donald de le faire. Aussi, il est intéressant de voir le dialogue qui est fait entre Don Rosa et les lecteurs, car lorsque les neveux énoncent l'idée de lire, ils ont un dégoût profond. Du coup, c'est plutôt assez drôle parce que l'on sait qu'on est actuellement en train de lire donc un livre. Il joue aussi avec le caractère des personnages et c'est bien normal car il les connaît sur le bout des doigts. Exemple très pertinent avec Gus, qui est normalement quelqu'un d'assez niais et qui là pour le coup a un certain cynisme. Vraiment, il s'adresse à Donald comme si c'était un pecno et qu'il connaît les affres et les difficultés de la vie. Autre exemple avec l'oncle Picsou à la fin qui donc offre un cadeau à Donald, hein. C'est littéralement une caisse de Coca-Cola de l'univers de Donaldville, boisson qui est fortement appréciée par Donald, sauf que il lui verse tout dans une carafe car il veut récupérer les bouteilles de verre consignées et donc gagner un petit peu d'argent. La punchline de Gontran à Donald à la fin est vraiment magnifique car il dit que s'il n'était pas chanceux, riche, beau et couvert de succès dans tout ce qu'il entreprend, bah finalement il aimerait bien être Donald. C'est toujours assez drôle de voir Gontran dire ça, et puis surtout la réaction de Donald dessus, je dis oui, non, j'hésite entre te mettre une claque ou te remercier. Mais là où Don Rosa se démarque aussi, c'est qu'il réserve ses récits à tous et pas seulement aux enfants. Parce qu'il y a plusieurs critiques sociales qui sont placées donc, dans cette histoire, notamment avec tout ce débat autour de l'âge sur la retraite. Donc à l'époque, c'était encore le cas à 60 ans en France, ça ne l'était déjà pas dans les pays nordiques qui donc étaient à 65. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on questionne donc toujours l'âge à laquelle les gens arrêtent de travailler. Il fait de même avec donc les neveux dans cet univers alternatif qui sont donc abreuvés par la violence, la culture télévision, ou on pourrait dire internet, alors que dans le Donaldville que l'on connaît, ils sont vraiment des boy scouts irréprochables, avides de science, qui vont devenir donc des êtres humains tout à fait accomplis, mais ça n'est jamais fait avec abus. Impossible aussi de ne pas mentionner l'inspiration de Don Rosa, car bien évidemment, l'histoire est tirée du film de Frank Capra, La vie est belle, de 1946. Pour bien montrer au lecteur les références, en plus Donald, vers la fin de l'histoire, lorsqu'il rentre à son domicile, prononce la fameuse phrase « La vie est belle ». Dans ce dernier, il a bien quasiment exactement la même chose, où le personnage principal, sous la protection d'un ange, est au plus bas dans sa vie, et il hésite à se suicider, sauf que son protecteur va lui montrer que, sans son existence, ses proches auraient une vie bien pire, et ce serait aussi le cas pour la ville. Donc on a quand même quelque chose de très proche qui se déroule avec Donald et Donaldville, ou Ducktown. Don Rosa fait aussi référence aux Mille et une nuits avec le génie, et là encore, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, c'est un banger qui a inspiré énormément d'histoires. C'est peut-être un peu long, mais franchement ça vaut le coup. Mais là où Don Rosa est peut-être le plus intéressant, c'est dans sa compréhension de l'univers global et la manière qu'il a de nous le rendre crédible. Car souvent, il y a deux méthodes dans les cartoons et les bandes dessinées, c'est soit de figer l'action à un moment et du coup, rien n'a de réel impact et on reviendra toujours à ce moment-là, c'est le cas notamment chez les Simpsons, où on intègre des événements qui rentrent dans la diégèse et qui vont devenir une histoire globale auquel on peut faire référence, qui construit les personnages, ils évoluent, ils ne sont pas statiques. Il s'en sert notamment avec brio dans cette histoire, avec le cas de Géo trouve tout. Là où il aurait pu juste faire du fanservice, c'est-à-dire mentionner l'histoire et faire clin d'œil, c'était la première apparition de Géo trouve tout, il l'utilise à bon escient, car cela explique pourquoi Géo trouve tout n'est plus cet inventeur génial, mais un simple humain qui n'a pas une intelligence au-dessus de la moyenne. C'est une manière cohérente d'utiliser l'univers de Donaldville.
Ça n'est pas surprenant venant de la part de Don Rosa, car c'est lui qui a inscrit dans le marbre avec la jeunesse de Picsou nombre de choses au passé des personnages, donc c'est plutôt logique qu'il maîtrise ces références. Tous les auteurs ne procèdent pas de cette façon, et honnêtement je trouve que lorsque c'est bien fait, et c'est le cas avec Don Rosa, cela apporte un vrai plus. Autre fait intéressant à noter, de la part même donc, de l'auteur, il déteste représenter l'architecture humaine. C'est pour ça qu'il aime envoyer Donald, Picsou et les neveux et tous les autres dans des endroits assez reculés, le pôle Nord, les déserts, pour ne pas avoir à dessiner des bâtiments humains. C'est un peu surprenant lorsqu'on connaît son passé justement de dessinateur industriel, mais il explique qu'en fait il n'a jamais dû représenter des bâtiments, que c'était tout autre chose. Autre petit détail qui vaut le détour, c'est l'apparition des 3 nièces de Daisy, donc dessinées par Don Rosa, et c'est la seule et unique fois qu'il les représentera dans une histoire. De son propre aveu, il n'a jamais trouvé une raison satisfaisante de les inclure à une aventure. Voilà, c'était notre première avec Don Rosa, j'espère que cela vous aura plu. Pour moi, il est vraiment un auteur capital dans cet univers, et j'ai notamment presque découvert Donaldville avec lui. J'espère lui avoir donc fait honneur. C'est aussi un des auteurs les plus connus du grand public, donc c'est normal qu'il y ait une certaine pression, parce que les gens le connaissent, ce qui n'est pas le cas forcément des autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, on se dit à la prochaine, ciao ciao ciao.